Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Maria Poblete, autrice de La dictature nous avait jeté là, publiée chez Actes Sud Junior, avec Douna Lou, autrice de Boris 1985, publiée aux éditions Zoé, et Laure Desaccords, autrice d'Au bord du désert d'Atacama, publiée au Nouvel Attila. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous pour évoquer ces trois très beaux livres et surtout le pays au cœur de ces ouvrages, le Chili, pays invité de cette 34e édition du Festival international de géographie. Maria, ce livre, il est publié chez Actes Sud Junior. Alors, vous donnez quelques repères chronologiques à la fin du livre et je vais reprendre vos mots, si vous le voulez bien, même si je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose aux personnes présentes dans la salle, mais pour juste donner un élément de contexte, en tout cas avoir en tête cette rapide chronologie. 11 septembre 1973, Salvador Allende, président socialiste démocratiquement élu en 1970, est renversé par les militaires. Le coup d'État est dirigé par le général Augusto Pinochet. L'armée procède à des arrestations de masse, des conseils de guerre en l'absence des prévenus. 38 000 personnes sont torturées, 3 000 tuées ou portées disparues. Près de 10% de la population, 1 million de personnes, doit s'exiler. Maria, dans La dictature nous avait jeté là, vous racontez votre histoire, l'histoire d'une petite fille qui a 9 ans, moins 45 jours, quand le général Pinochet prend le pouvoir au Chili. Dans l'épilogue, vous dites écrire ce récit, et je vous cite, avec des picotements dans les tempes, une grosse boule dans la poitrine, une aiguille dans le cœur et aussi une joie sereine. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet état dans lequel vous avez écrit ce récit 4 décennies après être arrivé en France? J'ai attendu, bonsoir à tous, j'ai attendu longtemps avant d'écrire ce livre. Je suis autrice depuis une vingtaine d'années et ça faisait des années et des années que mon éditrice chez Actes Sud Junior, moi j'écris essentiellement pour la jeunesse, pour les adolescents, me demandait d'écrire mon histoire, de raconter. Et moi je lui disais, bah non, mais c'est pas le moment, j'aime pas parler de moi, j'aime parler de ce que je fais, pas de moi, pas de ma personne. Et puis, voyant arriver tous ces migrants, voyant arriver toutes ces personnes qu'on n'accueillait pas en France, voyant arriver les Syriens, voyant arriver des jeunes Africains, mineurs isolés, avec des mais, avec beaucoup de mais, on ne va pas accueillir toute la misère du monde, mais, beaucoup trop de mais pour moi. Et alors que nous, on a été accueillis, mais les bras ouverts par une patrie incroyable, par la France. Et donc, à un moment donné, mon éditrice me dit, bon, allez Maria, on y va, vamos. Et je dis, ok, je vais raconter. Et vous décrivez effectivement cet accueil. Et avant cela, notamment ce jour du coup d'État, peut-être que vous pouvez nous lire un extrait. Voilà, ça va introduire... « 11 septembre 1973. Ma rue s'appelle Garcia de Torres. C'est une longue et droite rue pavée, bordée d'eucalyptus, de saules pleureurs. Les trottoirs sont lisses et les pelouses vert pomme. Quand on la parcourt, les jasmins étoilés, les chèvrefeuilles et les rosiers sentent si fort qu'ils donneraient la migraine. Le quartier est calme, presque endormi. Il y a des chats, des chiens. Depuis les jardins s'échappent les chants des canaris et les cris des perroquets. L'après-midi, après la sieste, les enfants sortent en faisant la course, juchés sur leur bicyclette. Le danger est un mot banni du champ lexical. Les nounous en tablier blanc promènent les bébés dans des élégantes poussettes aux grandes roues. Ça rit, ça chante, ça crie, ça berce, ça roule. Duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo, negrito. Dors, dors mon petit enfant, ta mère est dans les champs. La version interprétée par Víctor Jara a toujours été ma préférée, avec la chanson de la sorcière qui
est enfermé dans sa grotte pendant l'averse. Il faut qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve. La sorcière est dans sa grotte, les petits oiseaux chantent et la sorcière se réveille. Que llueva, la vieja está en la cueva. Ce ne sont pas les cris des oisillons qui ont réveillé la sorcière maléfique ce matin du 11 septembre 1973. Ce sont les hurlements d'autres monstres qui sont sortis en montrant leurs crocs, leurs habits vert kaki, leurs baïonnettes et leurs mitraillettes. Merci beaucoup. Et on évoquera évidemment la façon dont vous avez convoqué ces souvenirs, comment est-ce qu'on se rapproche de l'enfant qu'on était et comment est-ce qu'on compose avec ce qu'on a entendu, ce qu'on croit avoir entendu et tout ce qui nous reste des années et des années plus tard. Mais puisqu'on parlait de l'état d'esprit dans lequel vous étiez en écrivant ce récit, je reviens sur cette expression, mais une aiguille dans le cœur, j'imagine, Douna, qu'il y a eu de ça pour vous aussi. Boris 1985, c'est une enquête. Vous êtes parti sur les traces de votre grand-oncle, mathématicien, virtuose, randonneur invétéré, disparu au Chili en 1985. Et vous l'écrivez à un moment, cette histoire de Boris, je la laisse se disperser dans mes cellules, j'écris et elle saigne comme une pastèque. Et cet extrait que j'avais noté, il fait partie d'un extrait plus long que vous allez nous lire et où vous parlez justement du rapport à l'écriture. « 13 mars 2019. Au Chili, je quitte mes béquilles. Je n'en prends plus qu'une au début dans les rues de Santiago. Et puis, au bout de quelques jours, à force de m'entraîner en montant et descendant les escaliers chez Claudia, je me sens prête à partir sans. À marcher, lentement mais sûrement, doucement mais vivement, sur la terre, le goudron, les pierres, l'asphalte, l'herbe, le sable. Et je marche, et je respire l'air saturé, et je goûte les fruits nombreux, les pastèques énormes et sucrées. On les achète coupés en deux pour pouvoir les porter. C'est dur d'écrire sur le poids de cette histoire qu'à bout de bras je porte, ne pouvant rien en retrancher, je la porte entière sous ma peau, dans mes sacs, sous mes paupières et dans mes sandales. C'est dur pour des raisons cachées. Je n'ai jamais connu Boris, mais je vois, à mesure que j'avance sur ses pas, que depuis mon premier roman, où l'on retrouve un homme mort dans la forêt, jusqu'au dernier où une sœur part en quête de son frère inconnu, il y a souvent la mort qui rôde, ou des disparus et des quêtes. Je me sens porteuse d'absence, de fausses couches, de morts cachées, de silence, d'avortements, de disparitions violentes, d'amis suicidés et d'enfants abandonnés. Est-ce cela qui me fait me sentir si bouleversée par la vie de ce grand-oncle disparu? Cette histoire de Boris, je la laisse se disperser dans mes cellules. J'écris et elle saigne comme une pastèque. J'aimerais ne pas la sacrifier, ne rien omettre de cette quête, de ton prénom et de tes pas perdus au bord d'une rivière dont je m'approche, dont je ne cesse depuis une année de m'approcher, et là, elle est proche, elle n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres au sud. Merci beaucoup. Vous évoquez les béquilles, la première fois que vous sortez sans béquilles, puisque quelque part, comme un signe, à peine arrivé aux États-Unis, au début de votre périple, vous vous cassez la jambe, comme s'il allait falloir effectivement réapprendre à marcher et se réapproprier, enfin s'approcher de cette histoire dans un même mouvement. Oui, c'était ce que je me disais que j'allais raconter, parce que cet extrait est déjà assez avancé dans le livre. Et au tout début de mon voyage, j'ai d'abord rencontré Maria Poblete. C'était une des premières rencontres de mon voyage, parce que je partais pour les États-Unis et le Chili
donc faire une enquête, chercher des témoignages sur mon grand-oncle. Et j'avais lu le livre de Maria sur la colonia Dignidad, qui était mon grand-oncle Boris a disparu assez proche de cette colonia, qui est une secte allemande au Chili, qui a été un lieu de torture et une sorte de camp fermé, qui a joué un rôle en fait très important dans la dictature du Chili. Et donc ça a été c'est drôle de se retrouver ici. J'avais envie de nommer ça aujourd'hui parce que c'est quand même un hasard. Oui, c'est le hasard total, et c'est vraiment un hasard super heureux, quoi. Parce que Douna est venue me voir pour me parler de cette quête, de cette enquête qu'elle démarrait. Et moi, j'avais travaillé avec Frédéric Ploquin, mon co-auteur, il y a 20 ans. C'était mon premier livre sur la Colonia Dignidad, qui est cette secte qui en fait était un centre de disparition, un centre de torture. C'est-à-dire qu'au Chili, pendant la dictature militaire, quand on n'arrivait pas à faire parler les opposants dans les centres de torture classiques qu'il y avait tout au long du pays, et surtout à Santiago, on les envoyait chez les Allemands. C'était comme ça qu'ils parlaient. Et on les envoyait chez les Allemands dans cette secte-là, dans ce lieu. Et Boris, le grand-oncle de Douna, c'est l'une des personnes portées disparues. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était autour de la Colonia. Donc moi, j'ai un chapitre sur son grand-oncle dans mon premier livre. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve et je lis son livre, et c'est waouh, c'est cadeau, quoi. Oui, donc on s'est rencontrés, j'avais mes grosses valises et mes filles avec moi, et je partais le lendemain pour les États-Unis. En 2019, tu as commencé. Oui, 2019, c'est ça. Ouais, c'était en 2019. Janvier 2019. Et effectivement, une semaine après mon arrivée à Boston, je suis allée patiner avec mes filles et je me suis cassé la jambe dans un vol plané, qui a fait aussi tourner, enfin quelque part, qui a aussi transformé très vite ce voyage en une quête, comment dire ça, ce qui m'a ramené à l'essentiel, quoi. Disons que j'ai choisi de rester. Pour moi, c'était exclu de rentrer. Enfin, la question ne se posait pas. En fait, ça a fait partie du voyage. Et j'ai eu de la chance aussi, parce que du coup, j'avais besoin d'aide alors que je partais avec plutôt un grand désir et un projet d'autonomie seule avec mes deux filles. Et là, j'ai eu d'abord besoin de beaucoup d'aide autour de moi pour pouvoir continuer. Mais ça a été aussi une façon de balayer totalement le voyage touristique. Du jour au lendemain, là, il était éradiqué du programme. Et il n'y avait plus que la raison pour laquelle j'étais là-bas à tenir et à rencontrer les personnes que je pouvais, à recueillir et à m'approcher de ce grand-oncle étonnamment, en réapprenant à marcher, quoi, et en vivant dans mon corps une forme de guérison qui a été longue aussi. Mais... Et vous l'évoquez au début de votre livre, c'est une chanson qui en 2018 a résonné comme un appel à vous souvenir, à aller voir, justement à partir sur les traces de ce grand-oncle. Oui, quand j'ai entendu la lecture de Maria, ça résonne aussi. Et c'est vraiment une chanson en fait, qui a été écrite pour Marta Ugarte, qui est une résistante chilienne qui a été assassinée et jetée à la mer depuis un hélicoptère. Et j'ai entendu cette chanson à la fin d'un concert tout près de chez moi, et ça a vraiment fait réémerger tout ce souvenir de Boris, et qui est une histoire plutôt assez lointaine. J'en ai entendu parler depuis toute petite par ma grand-mère, mais c'était un grand-oncle russe. C'était comme ça, assez lointain, mais ça a fait réémerger cette histoire, et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir où en est sa sœur Olga qui vit aux États-Unis. Voilà. Et on va parler effectivement de ces échanges, d'abord avec Olga, puis avec beaucoup d'autres personnes. Mais c'est vrai que vous évoquez cette chanson. Maria évoque aussi dans le récit d'autres moments où, une fois en France, bien c'est la musique qui renvoie la petite fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans à ce pays qu'elle a quitté. Laure,
vous racontez Au bord du désert d'Atacama l'histoire d'Amalia. On alterne dans le récit entre deux temporalités. On est alternativement en 86 au Chili et surtout en France, où Amalia vit, et en 74 au Chili. Amalia, elle peint, et on va évidemment parler de peinture, puisque c'est au cœur de votre récit, et de poésie aussi, évidemment. Mais la musique, elle est présente également, parce que en France, c'est aussi la musique qui permet à Amalia d'attendrir sa mémoire, ce sont vos mots, quand elle se joue, quand elle convoque les instruments de son pays, ou en tout cas qu'elle leur fait jouer une musique gaie, rapide et joyeuse, joueuse. C'est ça qui la renvoie au pays. La musique, c'est comme si c'était une connexion directe à des émotions passées. Oui, parce qu'au début, Amalia est donc en Vendée. Je plante le décor dans une petite ville qui s'appelle la Faute-sur-Mer, qui existe vraiment. Et j'aimais bien cette polysémie du mot mer, M-E-R, M-E, accent grave, R-E. Et mon personnage, donc Amalia, a dû s'exiler donc en France et partir avec un homme qu'elle n'aime pas, qu'il a entre guillemets acheté à ses parents. Il n'y a que la musique, la peinture qui puisse la sortir de cet exil intérieur. Et effectivement, elle va attendrir sa mémoire. Elle va réentendre les voix de ses amis disparus, en tout cas qu'elle a quittés au Chili. Alors peut-être que je peux lire une ou deux pages sur cette mémoire qui s'attendrit et qui revient. Et donc Amalia est au bord du désert d'Atacama. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais du titre. Mais elle est dans une sorte de catatonie. Elle est au bord de la déraison. Elle s'enferme et elle est dans la cuisine, c'est son lieu, et elle fixe un mur blanc. Et ce mur commence à vibrer, elle revoit les images du passé. Mais voilà que le mur commence à trembler, à se couvrir de petites ombres noires, vacillantes, évanescentes, une foule de petites ombres qu'elle croit reconnaître et qui attendrissent soudain sa mémoire. Ne bouge pas, ne pleure pas, tu sais où ça te mène de pleurer. Éteins le gaz sous la cuisinière, attache tes cheveux, ferme les yeux, ferme-la. Les ombres sur le mur se mettent à danser, à s'enlacer, à s'envoler. Les ombres folles de bonheur qui ne connaissent pas le bout de la nuit, le chagrin des abandons. Viens avec nous, Amalia, danse avec nous, regarde. Ils sont tous là, tous ses amis de l'atelier des beaux-arts de Santiago, Pilar, Isabelle, Augusto, Jael, Flavio et Rosario. Mais Amalia reste là, assise, figée dans le temps, les pieds froids, le cœur lourd, la vide à l'intérieur, le pull qui se soulève, les seins dessous qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Viens avec nous. Chacun souffle à son oreille un souvenir oublié, et voilà qu'ils sortent du mur un à un en se tenant par la main. Recordate, Amalita, souviens-toi, on dansait sur les lits, sur les tables, la nuit et les jours de grand vent. On faisait le tango en l'air, on peignait de grandes fresques colorées le sourire d'Angela Davis, les mains de Paco Ibáñez. La rue était comme emparadisée, avec nous la patrie s'emplit de couleurs. Il tourne et farandole de plus en plus autour de son corps. Et dans ces paroles que je retranscris à la fin, quand elle dit qu'elle va emparadiser la rue, sont vraiment des mots d'Irène Dominguez, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'artiste peintre. Et puis, c'est ce que disait Allende, avec nous, la patrie, la patria s'emplit de couleurs. On va en parler tout de suite d'Irène Dominguez, puisque c'est la peinture, cette peintre qui vous a mise sur la piste de ce récit, et on le voit sur le bandeau du livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec cet artiste et la façon dont vous avez senti qu'il vous fallait raconter l'histoire d'Amalia? Oui, moi j'ai rencontré Irène Dominguez chez des amis communs, sans rien savoir de qui elle était vraiment. Et puis peu à peu, j'ai découvert, je pense que vous la connaissez peut-être, enfin de nom, c'est une artiste chilienne qui est née dans les années 30.
Elle a toujours menti sur son âge, hein, donc c'était assez compliqué. Il y a quelque chose de très très fantaisiste qu'on peut retrouver sur Internet. Irène Dominguez était quelqu'un de toujours très joyeuse, qui aimait beaucoup chanter comme ça à la fin des repas, a cappella. Enfin, c'était la joie incarnée. Bon, je dis j'étais parce qu'elle est décédée en 2018. Et peu à peu, j'ai appris des choses sur elle. Je suis allée la voir dans son atelier à Saint-Ouen. J'ai su qu'après son père était le maire, el alcalde de Santiago de Chili, que c'est une femme qui a rencontré beaucoup de peintres, le groupe Cobra, Periorn, qui a d'abord commencé à connaître le peintre Wilfredo Lam, cubain. Elle a gardé ses enfants et après ils ont sympathisé. Elle a rencontré Dali un petit peu plus tard. Enfin, elle a une vie très riche. Elle n'était pas au Chili pendant le coup d'État, mais et ensuite elle a beaucoup, elle a beaucoup aidé là, après 73. Elle est revenue au Chili. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, de voir beaucoup de ses peintures, et notamment quand je suis allée en 2015 à l'ambassade du Chili, et je suis tombée vraiment en arrêt, en amour, comme on dit, devant ce tableau. Parce qu'elle peint beaucoup de tableaux qui semblent extrêmement naïfs. Je sais qu'elle était très inspirée par Chagall, par exemple. Et donc, puis alors, en plus, Irène, elle donnait des titres toujours très différents à ces tableaux, hein. Il n'y avait pas qu'un tableau. Donc elle l'avait intitulé Les amants aux pommes, le tango aux pommes. Alors elle travaille aussi avec des incrustations comme ça de dentelle. Et je voulais savoir un peu ce qu'il y avait derrière cette naïveté, cette fausse naïveté. Donc je me suis emparée de ces amants et j'ai en fait imaginé, alors, contrairement à vous, je ne connais pas le Chili, c'est pas juste un prétexte, hein, enfin, c'est un ensemble de choses, mais j'ai imaginé la vie de ces amants et je me suis dit, pour qu'ils se regardent avec tellement d'amour, parce que quand on regarde le tableau, ils sont en train de danser, mais danser couchés. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu les réunir à ce point? Elles ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et donc, je me suis un peu emparée de la vie d'Irène Dominguez, mais pas que, parce que il y a eu aussi d'autres emprunts à des livres de Sepúlveda. Donc, c'est un mélange de plein de choses et qui m'a permis, voilà, de construire, de tisser plutôt cette narration. Mais justement, comment est-ce que vous avez trouvé ce personnage d'Amalia? On l'a entendu dans l'extrait que vous avez lu, elle voit apparaître ces petites ombres noires, elle se remémore ses camarades de la brigade Ramona Parra. Comment est-ce que vous en avez fait un personnage? Comment est-ce que vous avez trouvé votre Amalia? Je pense que j'ai trouvé mon Amalia, trouvé en tout cas, c'est une continuité des personnages que j'ai campés, enfin, que j'ai imaginés dans les deux autres livres que j'ai écrits, qui ont été publiés aux éditions Verdier, L'Envoleuse et Grishka. Et finalement, le thème commun, c'est vraiment comment retrouver une sorte de liberté intérieure. Je me suis intéressée dans L'Envoleuse à une petite fille emprisonnée dans un corps très disgracieux, à la recherche de sa propre liberté à travers l'amour. Et dans Grishka, aux éditions Verdier aussi, un garçon qui ne parle pas, qui a du mal à s'extraire de son monde intérieur. Et donc Irène n'était pas, voilà, était une femme qui s'extériorisait beaucoup. Et je suis toujours intéressée aussi par au bord de la folie, au bord de la déraison, et comment... c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre Au bord du désert d'Atacama. Je lui fais dire à un moment donné qu'elle peint pour tous ceux qui rentrent le coup, qui se replient et finalement qui s'imaginent des choses, des couleurs, et qui arrivent à vivre malgré tout. Donc c'est cette espèce d'enfermement, bon, là, évidemment avec ce terme qui est très polysémique, qui peut être politique, littéraire, et aussi mental, physique.
La musique, les peintures qu'elle peint la renvoient au Chili. Maria, votre père aussi, vous le racontez, en France, était resté au Chili. Il y retourne dès qu'il en a l'occasion. À un moment donné, une fois que les 5 années sont passées, les 5 années d'éloignement, il y retourne. Mais même quand il est présent en France, en réalité, il est encore au Chili. Oui, parce que l'histoire de mes parents est un peu particulière. Mes parents n'étaient pas du même bord politique. Ils n'étaient même pas de même religion. Ma mère était complètement athée et mon père était hyper catholique. Ma mère était communiste et mon père était de droite. Enfin, de droite. Allez, de la démocratie chrétienne à droite. Donc, bon, centre droit, quoi, on dira. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du coup d'État, mon père, il a regardé ma mère et a dit « Mais tout ça, c'est de ta faute, quoi. » Parce que ma mère était communiste. Et elle avait participé au gouvernement d'unité populaire. Elle était avec Salvador Allende, c'était un ami, Pablo Neruda. Enfin, ma mère était une journaliste politique. Elle avait un programme de télévision et elle dirigeait une revue féministe. Vous imaginez un peu une revue féministe dans les années 70 au Chili avec un mari de droite hyper macho. Voilà, en gros c'est ça, quoi, ma famille. Donc, coup d'état militaire, ma mère doit se cacher parce qu'elle est recherchée. Mon père doit se cacher à cause d'elle, parce qu'elle est recherchée et parce que c'est sa femme. Et nous, les filles, les 3 petites, on doit se cacher aussi, parce qu'on est aussi recherchées. On était petites, mais les militaires n'hésitaient pas à rentrer dans les maisons pour chercher les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Enfin. Et mon père a eu une peine d'exil de 5 ans. Ma mère, elle a été condamnée à mort en son absence. Elle avait une condamnation. Et mon père avait cette peine d'exil. On est arrivé en France. Mon père, évidemment que le couple a volé en éclats, vous imaginez bien. Et mon père a fait exactement, jour pour jour, c'est sa peine de 5 ans d'exil. Au jour, à l'anniversaire, il pouvait partir, il est parti. Et ma mère, évidemment, ma mère est restée avec ses filles. Et après, c'est toute une histoire. Vous expliquez justement comment vous avez appris que vous alliez partir en France, comment vous ne saviez pas du tout ce qu'était la France, si c'était un pays, un continent, un village. Est-ce qu'il y aurait des livres, est-ce qu'il y aurait des écoles, est-ce qu'il y aurait des sodas, des bonbons. Et vous racontez aussi comment est-ce que finalement vous avez découvert les horreurs de la dictature une fois en France. Et notamment lorsque vous entendez, c'est au centre Pierre Valdo, vous entendez une femme témoigner, vous allez vous éloigner, et puis elle vous dit non, vous êtes en âge avec vos sœurs d'entendre ça, et elle dit, je lis ce court passage, les militaires torturent les femmes, ils leur font des choses sales et méchantes, ils les violent, ils les laissent mourantes sur le sol et des souris les dévorent. Ensuite elles pourrissent, vous êtes grande, vous pouvez savoir maintenant, ils tuent les femmes, ils les tuent comme des chiennes. Voilà, c'est ça. En fait, il y a 50 ans, on ne parlait pas aux enfants comme on parle aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, une guerre civile, des atrocités, des départs, des exils, des arrachements, des traumatismes, des divorces, des séparations, des trucs durs, on va s'adresser aux enfants. On va leur dire, voilà, il se passe ça. Et nous, on ne nous a pas parlé. On n'a pas parlé aux enfants chiliens. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler aux enfants il y a 50 ans. On ne parlait pas aux enfants. Les enfants suivaient, point. On ne le ferait pas aujourd'hui. Donc nous, on a suivi. Moi, j'ai suivi. Je ne savais pas du tout où on allait, mais pas une idée. Alors, on nous disait, ouais, la France, la France, la France.
Et mon père, il connaissait une phrase, c'était « Bonjour, mademoiselle ». C'est le truc qu'on apprend à l'école. Hein. « Bonjour, mademoiselle ». Et ma mère répétait France, terre d'asile, France, droits de l'homme, liberté d'expression. Enfin, voilà, c'était son côté, quoi. Enfin, ma mère. Et nous, rien. Et donc, on a suivi. Alors, je ne jette pas la pierre, évidemment, aux adultes. À l'époque, je suis aujourd'hui mère et je sais comment ça se passe. Mais rien. Et donc, petit à petit, c'est arrivé ici, dans des centres de réfugiés, parce que nous, on a débarqué dans des centres de réfugiés. Moi, on était réfugiés politiques. C'est là qu'on a commencé à entendre des témoignages des tortures, des exactions, des disparitions, de la violence de cette dictature, de ce coup d'État. Mais on entendait des bouts. Et nous, on avait 10 ans, on avait 9, 10, 11 ans. Et donc, on nous appelait. Parce que nous, on allait dans les soirées de soutien au peuple chilien en lutte. On allait dans les soirées de solidarité. On était tout le temps avec ma mère et les camarades de ma mère, Secours populaire, Secours catholique, CIMAD, toutes les associations qui ont vraiment été très très fortes, c'était incroyable cette solidarité. Donc on allait et on était toujours les petites là, on se trimballait partout, on était avec nos copines, nos copains chiliens, enfants d'exilés aussi, des réfugiés politiques, et là on entendait les propos et effectivement des gens se sont à ce moment-là adressés à nous sans aucun filtre. Alors là, pour le coup, on n'avait rien su au moment. Et après, on apprenait, paf, on s'est pris dans la figure des même horreurs. Était trop pour des horreurs. Mais bon, il n'y avait pas de... Les gens ont fait ce qu'ils ont pu. En fait, on fait ce qu'on peut. Et bon, voilà. Et effectivement, petit à petit, à 10, 11, 12 ans, j'apprenais en écoutant ma mère raconter, parce que ma mère, elle était régulièrement comme ça à des tribunes en tant que porte-parole de la cause chilienne et de tout ce qui s'était passé. Ma mère était quelqu'un d'assez connu. On l'a convoquée et nous, on est allé avec elle. De toute façon, il n'y avait pas de nounou, pas de babysitter, donc elle nous trimballait partout. Et on l'entendait. Et là, on a découvert. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Et petit à petit, je disais, purée, c'est dur, quoi. Petit à petit, j'ai commencé à coller tous les morceaux de puzzle de ma vie et de mon enfance, finalement. Jusqu'à arriver à 15 ans où je suis passée de l'autre côté et j'ai créé le Karch avec des camarades de mon lycée. On a ouvert une association, un comité d'appui à la résistance chilienne. On avait 15 ans et demi et voilà, et on a commencé à réunir des sous, à faire nous-mêmes des soirées de solidarité, voilà. Et donc, je suis pas restée dans la peine et dans la souffrance et dans le côté victime. Je déteste ça. Je suis passée à l'action et à la militance. Et j'ai jamais cessé de militer, finalement. C'est ça qui... Et aujourd'hui, dans mes livres, je le dis doucement, mais c'est des formes de militance, quoi, aussi. Complètement. Et il y a d'autres personnes extrêmement importantes qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer, mais que vous découvrirez en lisant le livre. Mais Anita aussi, cette femme si importante pour vous, tante, marraine, mère bis. Voilà, il y a beaucoup d'autres personnes dans ce récit. Et ce qui est très puissant, je trouve, c'est que, et encore une fois, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder, mais c'est comment est-ce que vous réussissez à raconter ça vraiment à hauteur d'enfant et comment est-ce que vous avez réussi à être dans un récit vraiment où on est aux côtés de la petite fille que vous étiez. Ce qui se passe, c'est que j'écris pour les adultes, aux éditions Fayard, Plomb, etc. Et j'écris beaucoup depuis 14-15 ans pour la jeunesse, aux éditions Actes Sud Junior, Actes Sud Jeunesse. Donc, même si j'écris de la même manière pour les adultes que pour les adolescents, mais j'ai toujours ce souci dans
tout mon travail d'écrivaine, et maintenant je ne suis plus journaliste, je m'occupe que de mes livres, c'est de me mettre à la hauteur de l'enfant, de l'adolescent. Et donc c'est ça que je cherchais, moi, et je me suis... Pendant l'écriture de ce livre, je redevenais la petite fille de 10 ans, je redevenais la petite fille de 12 ans, de 13 ans et de 9 ans. Donc voilà, je me replongeais, j'essayais de me replonger dans ce souvenir et dans la connexion aux émotions, parce que je trouve que l'écriture, enfin, on écrit avec ses tripes, quoi. On n'écrit pas avec sa tête. Douna, c'est la jeune femme qui part sur les traces de son grand-oncle qui écrit dans ce récit avec, on en parlera, une forme composite. C'est comme un journal de bord puisque on retrouve des échanges mails, des documents, on retrouve des interrogations, on retrouve voilà, des moments plus personnels. Mais j'aimerais qu'on revienne à cette disparition. Vous le disiez, votre grand-oncle, il est né en URSS en 1941, au sein d'une famille juive. Il était très doué en mathématiques. Il s'est exilé aux États-Unis. Quand il a disparu, quelques années plus tard, la police a conclu à un accident. On parlait de la famille de Maria. Sa sœur, à votre grand-oncle, votre tante, n'a jamais cessé de chercher la vérité. Et ça commence, le récit commence avec justement ce voyage aux États-Unis pour aller la rencontrer. Oui, parce qu'elle a... c'est même en fait quelques mois après sa disparition que la police a conclu à une noyade par accident. Et en fait, à ce moment-là, Olga était encore en URSS et elle a décidé, enfin en Russie du coup c'était. Et ça a pris 3 ans, je crois, oui, pour qu'elle arrive à sortir et à s'exiler, elle aussi, aux États-Unis pour se rapprocher, parce qu'elle avait toujours le sentiment que c'était pas vrai, quoi. Il y avait quelque chose qui pour elle, qui ne collait pas et dont elle n'arrivait pas à juste passer à autre chose et à se dire mon frère a disparu, il est mort, il a eu un accident. En fait, Boris, son frère, a voyagé comme ça en solitaire depuis des années, depuis qu'il avait 15 ans. Il partait donc en URSS, il est parti vraiment en Sibérie, dans le Kamtchatka, dans des zones très très reculées, marcher des semaines et des semaines. Et après, aux États-Unis, il a continué. Dès qu'il avait quelques semaines hors de l'enseignement, il partait en Alaska. Et j'ai d'ailleurs traduit quelques extraits de ses carnets de voyage qui sont très simples, en fait, où il décrit vraiment, il donne très peu d'émotions. Et en même temps, moi, je m'y suis beaucoup attachée parce que c'était la seule trace que j'avais très directe de ce Boris. Puisqu'il n'écrivait pas beaucoup. Non, il avait gardé une sorte de peur depuis sa jeunesse en URSS, une angoisse de pas laisser de traces, quoi, ce qu'il a bien réussi au final. Ce qui est étonnant aussi, hein, comme destin de sa vie, parce qu'il avait vraiment un peu cette obsession de ne pas laisser de traces, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Il y avait cette conscience, parce qu'en tant que juif, il a été malmené, enfin même pire que ça, pendant toute sa vie, sa jeunesse, et c'était un combat, quoi. Et il a gardé ce réflexe, en fait. Et donc Olga, sa sœur, ne croyait pas à cette version. C'est vrai qu'il avait traversé des torrents en radeau, affronté des ours. Enfin, il se disait que le Chili, une rivière, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis on n'a jamais retrouvé son corps. Donc de toute façon, je pense que quand on retrouve pas le corps de quelqu'un, on est toujours avec cette sorte d'attente et de doute. Et puis elle a assez vite, je crois, entendu parler de la Colonia Dignidad, de cette secte allemande. Donc elle avait ce doute de comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient enfermées là-bas. Donc peut-être de se dire, il est encore peut-être vivant et enfermé.
Voilà, et c'est vrai que ça a été sa vie entière, quoi. Elle a passé aujourd'hui, quel âge elle a oui, bien autour des 80, et voilà, son combat est moins quotidien, mais en même temps, elle n'a pas cessé de. Enfin, elle dit qu'elle ne pourra jamais arrêter de combattre et d'attendre, quoi, d'essayer. On l'a entendu à travers vos mots, mais dans ce récit, vous interrogez les faits, puisque vous cherchez à savoir ce qui est arrivé en ayant accès à des documents, en interrogeant des personnes aux États-Unis, au Chili, en Russie également. Mais vous êtes aussi, et c'est ce que vous avez dit en creux il y a quelques instants, mais vous êtes aussi, vous interrogez aussi qui était Boris. Justement, c'est ce solitaire, mais qui en même temps a des amis. C'est quelqu'un de mystérieux. Vous cherchez autant ce qui a pu lui arriver et les faits que qui il était. Oui, je pense qu'au début, peut-être j'étais un peu focalisée sur cette disparition parce qu'elle a quelque chose de forcément de choquant. Et puis il y a une sorte de motivation aussi à se dire peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais trouver quelque chose. J'avais envie, je pense, de soutenir aussi Olga, et de rencontrer cette femme qui fait partie de ma famille. Mais peu à peu, je me suis aperçue que c'était surtout rencontrer Boris, cette aventure en fait, et savoir m'approcher de qui il avait été, aller rencontrer toutes les traces qu'il avait laissées, malgré lui quand même, il en avait laissé passablement, en tout cas dans le cœur des gens et des amis qu'il a eus. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était de plus en plus touchant pour moi, de m'approcher de lui, d'être en relation avec lui. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais et qui m'accompagne, et d'avoir peut-être compris des choses aussi sur les liens qui se transmettent malgré tout de façon insidieuse dans les familles. Et c'était un grand marcheur. Il y avait ce rapport au vivant, à la nature, à l'extérieur, qui est quand même chez moi le fond de presque tous mes livres, quoi, et dans ce rapport à la marche en solitaire et à une sorte de dépouillement, je crois que je me sens proche de lui, même si je ne pratique pas de la même façon ce rapport au monde. Mais peu à peu, je crois que j'ai pas tout de suite... en fait, en faisant l'enquête, forcément, il y a vraiment une sorte d'affect de plus en plus fort, et de colère aussi au Chili, en fait, de me rendre compte que j'arriverais pas à faire parler ceux qui ne parlaient pas depuis 35 ans et qui savaient quelque chose. Et quand on est en face d'une personne où on a la conviction qu'il sait et qu'il ne parle pas, il y a quelque chose on met du temps, j'ai mis du temps en tout cas à transformer cette colère en un apaisement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en même temps, ce qui m'a apparu petit à petit au fil du temps que j'ai laissé passer aussi après le voyage, à décanter, ensuite à me mettre à écrire. Et ce qui était important, c'est de rendre hommage à qui était Boris et qu'il soit vivant un peu dans le livre. Ouais, voilà. Maria ? Ce que je voudrais dire, c'est que ce que fait Douna avec son grand-oncle, c'est ce que font des milliers de femmes et de filles et de nièces et de petites filles des disparus de la dictature militaire. On est quand même à 1759 personnes portées disparues, dont Boris. Il fait partie de cette liste. Et on n'a toujours pas... Alors, sur les... on sait pour 349 d'entre eux, de ces portés disparus de la dictature. Et il nous en reste encore beaucoup. Et en fait, ce que fait Douna, c'est exactement ce que font les femmes, les familles au Chili. C'est continuer à poser la question. Là, elle le fait vivre. Et c'est Dandestan, où sont-ils ? Bon, et là, au Chili, on commence à nous dire, bon, allez, vous allez arrêter là de nous poser la question, Dandestan ? C'est bon, quoi. Ben non. Et vous allez continuer jusqu'à quand ? Eh ben, jusqu'à ce que vous nous disiez où ils sont. Aussi simple que ça. Et ça, c'est le travail sur la mémoire. Et donc, c'est ça.
eh ben, on continue, on interroge, et c'est ce que et le drame, et ce qui est horrible, c'est que effectivement, on a des gens comme les gens que tu as rencontrés. Un des carabiniers, il dit ben non, non, non. Ben si, on le sait très bien qu'il y a des gens qui savent et ils ne parlent pas. Et la justice, pour l'instant, n'avance pas assez. Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'avance pas du tout, mais elle va vraiment très très lentement. Et les personnes, les survivants commencent à disparaître, quoi. Laure, Donna parlait de transmission. Il est aussi question de transmission dans votre récit, puisque quand Amalia quitte le Chili pour aller en France, elle est enceinte. Et il est aussi question, parce qu'elle parlait de colère, et il est aussi question de pardon dans votre récit. Oui, parce qu'en fait, c'est trois personnages, donc Amalia, El Niño, comme elle appelle, donc je vais peut-être dire deux mots sur El Niño, parce que Amalia rencontre un jeune homme de 20 ans de moins qu'elle. C'était aussi un peu le cas d'Irène Dominguez. C'était un grand amour. Et elle l'appelle El Niño, et qui rentre en résonance avec ce phénomène climatique dont on entend, hélas, de plus en plus parler, et qui m'avait assez émerveillée quand j'avais découvert qu'avec ce phénomène climatique, El Niño, le désert d'Atacama se couvrait de fleurs absolument magnifiques. Et elle l'appelle El Niño parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle, et puis voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la floraison, de la vie. Elle est enceinte, effectivement, quand elle est arrêtée par la DINA. Et donc, elle est séparée d'El Niño, qui, lui, est resté à Santiago du Chili et qui a gardé la clé de son atelier. Donc là, je me suis inspirée aussi de ce que raconte Luis Sepúlveda dans Un nom de torero, parce qu'elle écrit beaucoup de nouvelles. Et dans cet atelier, il y a ce tableau inachevé. Elle allait l'achever et puis elle est partie rapidement de son atelier pour rejoindre son amant de l'autre côté du fleuve Mapocho pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant de lui. Et donc elle est donc en Vendée. El Niño dépérit. Il a été arrêté, torturé, il a dénoncé. Voilà, il y a aussi ce thème-là de la culpabilité. Et puis cet enfant qui ne parle pas, cet enfant à qui on n'a rien dit, mais qui, un peu plus grand, retourne au Chili, parce qu'il a entendu parler de ce tableau, Les amants aux pommes. Et en se dirigeant vers cet atelier, il croise un homme il croise un homme et il ne sait pas que c'est son père. Et El Niño attendait un signe du tableau, un peu comme un signe à la Prévert, qui a fini par lui faire signe, enfin une espèce de rédemption. Donc en fait, ces trois personnages se retrouvent, non pas physiquement, mais dans notre univers, qui est celui de la peinture. Et d'où l'idée de la transmission. Ils se retrouvent. Ce tableau leur dit quelque chose de ce qui s'est passé, de leur vie. Et il y a le rapport aux autres, c'est-à-dire qu'Amalia, quand elle est internée, et c'est comment est-ce que la différence, le contraste entre ce qu'elle vit, elle, à l'intérieur, et la façon dont les gens le perçoivent de l'extérieur. Et on revient un petit peu à des choses qu'on disait tout à l'heure, mais comment est-ce que elle, tout entière, elle est avec ses couleurs, avec la peinture et avec ses camarades qui, eux, sont restés au Chili. Il y a aussi, vous racontez aussi ça, c'est comment est-ce que, à la fois son mari, qui est présent et qui essaye, qui dit qu'il n'a pas les mots, lui aurait aimé écrire aussi, mais il n'a pas les mots, et comment est-ce que le système hospitalier, enfin le personnel de santé,
aussi appréhendent cette femme dont finalement qui reste très mystérieuse pour eux. Oui, parce qu'il y a quelques passages qui ont lieu à l'hôpital psychiatrique et notamment la rencontre avec une psychiatre, Iris. Et dans ces moments de panique, Amalia justement, se pose la question de la langue, du langage. Et elle se demande comment la psychiatre va pouvoir la comprendre. Elle a l'impression que si elle parle, les mots vont tomber quelque part et que ces mots sont sales, et que ces mots sont horribles, et que finalement cette psychiatre dont elle ne tombe pas amoureuse, mais enfin on est là dans la réalité d'un transfert psychanalytique, finalement ne va plus l'aimer, va la rejeter, qu'elle ferait mieux d'être ailleurs. Donc il y a aussi cette culpabilité de dire les choses et finalement elle comprend qu'Iris est là pour lui tendre la main et qu'elle va l'aider à traverser le fleuve, enfin traverser aussi, c'est un peu métaphorique, hein. Mais en tout cas il est question de la langue, des langages et de la musique qui est langage et du silence qui est langage aussi, et surtout celui qui les fédère, c'est la peinture. Vous évoquiez le voyage de l'enfant d'Amalia et d'El Niño au Chili. Maria, dans La dictature nous avait jeté là. Vous racontez aussi, le récit démarre d'ailleurs là-dessus sur un retour au Chili à 16 ans, et comment est-ce que vous pensiez que finalement ces 2 mois allaient être comme 2 mois de parenthèse, que vous alliez en revenant en France retrouver les choses comme elles étaient, et qu'en fait, non, en fait, plus rien ne sera comme avant après ce voyage. Oui, c'est tout à fait ça. Je pensais trouver des réponses, revoir mon père, revoir ma maison, revoir peut-être mes petits animaux que j'ai pas retrouvés. Je pensais, continuer, mais en réalité, ça a été un tel choc, ce retour. J'avais 16 ans. C'est quand même un âge compliqué, quoi. On sait pas quoi faire de sa peau, de son sous-pellejo, comme on dit, de sa peau, quoi. Enfin, on ne sait pas quoi faire de soi. On ne sait pas où on est. On ne sait pas si on est français, chilien, je ne sais pas. Je me faisais appeler Marie-Claude quand j'étais enfant à l'école. Je ne voulais pas m'appeler Maria Claudia. J'avais tellement honte. Je ne voulais pas être différente. Donc ce voyage a été un voyage difficile, où j'ai redécouvert un père autoritaire, très macho, dans un pays en pleine dictature. Il y avait des militaires partout. Ça a été un vrai choc. Et élevé par une mère en France hyper féministe. Et là, j'arrive chez mon père, enfin chez moi. Je pensais que c'était chez moi, mais non, en fait, j'arrivais chez mon père. Il me disait, moi je disais, je vais aller voir mes copines, je vais faire plein de choses. Mais non, tu vas aller voir des copines, je t'amène. Donc il m'accompagnait chez mes vieilles copines de quand j'avais 10 ans, que je revoyais 6 ans après. Et il m'attendait dans la voiture, il attendait que je ressorte. Enfin, j'avais l'impression d'être une prison dans la prison, quoi. Une prison dans pleine dictature. Et je suis revenue, mais en courant en France, en me disant « Waouh, ce pays merveilleux !» Et c'était vraiment le... Et c'est pour ça que je commence ce livre par cette scène de « Je pense que tout sera comme avant » et en fait, rien n'a été... c'était plus la même, quoi. Un mot, Douna, et après je vous laisserai la parole, mais juste un mot rapide de la forme de votre récit. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. On retrouve des interrogations, des pensées, mais aussi des échanges de mails, des extraits des carnets de votre grand-oncle, des documents également. À quel moment est-ce que il vous est apparu
que c'était la forme juste pour raconter ce récit, qu'il vous fallait faire en sorte que les lecteurs, les lectrices vous accompagnent pas à pas et qu'il fallait que ça prenne la forme d'un journal de bord un petit peu? Oui, enfin, assez vite, je voyais qu'il y a plusieurs trames, en fait. Il y a à la fois une sorte de récit de la vie de Boris, qui est un peu une trame biographique, comme ça, au fil de ce que j'ai recueilli comme témoignage. Il y a cette trame-là. Il y a mon voyage et il y a tous ces documents, effectivement, les échanges, les rencontres, les interviews. Et c'était tellement de matériaux divers. Je trouvais que c'était plus riche de faire apparaître vraiment concrètement et directement tous ces matériaux-là, et qu'ensemble ils tissent cette sorte de trame où j'avançais aussi moi-même à tâtons pour que tout fasse corps quelque part, et pour aller là où je ne savais pas trop où j'allais au bout de cette quête. Mais ça, c'était aussi une façon de faire entendre des voix diverses, en fait, et pas seulement la mienne, mais cette sorte de multiplicité des voix que je rencontrais, qui me traversaient. Et voilà, ça me semblait le plus cohérent. Et je crois que comme c'est plutôt des passages très courts finalement tout le long, on ne s'y perd pas, quoi. Non, jamais. Non, complètement, on vous accompagne. Laure, un mot peut-être aussi rapidement de la forme de ce récit. Il y a une forme poétique, il y a différentes formes d'énonciation. On est parfois à la troisième personne, parfois à la première personne, pas toujours la même première personne. À quel moment est-ce qu'il vous est apparu qu'il vous fallait être dans ces différents registres pour toucher au plus près des émotions des personnages, et avec des choses aussi sensibles que tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qui relèvent du non-dit, qui sont quelque chose de l'ordre de la sensation, des émotions. Voilà. Comment est-ce que vous avez construit ce récit avec ces différentes voix? En fait, je me suis posé la question parce que je me suis aperçue que dans mes deux précédents romans, j'étais beaucoup dans cette alternance-là de voix, de points de vue. C'est vrai, je me suis posé la question, c'est pourquoi c'est pas que je n'arrivais pas, j'ai essayé, hein, mais je me suis dit que j'étais plus à l'aise dans des récits courts, un récit choral, parce que c'est peut-être ma façon à moi de me parler à l'intérieur de moi-même, de réfléchir. J'ai l'impression d'être souvent plusieurs personnes, mais je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, on est multiples. Bon, c'est un peu naïf de dire ça, mais c'est vrai que il y a plusieurs voix qui se chevauchent. Et ce type même de récit choral, c'est ce que j'ai expérimenté aussi dans les deux autres précédents romans. Alors peut-être moins dans L'Envoleuse, où j'ai procédé un peu par montage, hein, un peu comme au cinéma. Donc j'avais beaucoup de textes comme ça que j'ai réagencés. Un peu sur celui-là, donc j'ai retravaillé aussi avec l'éditeur. Et donc chacun des personnages fait entendre sa voix, résonne aussi différemment. Et il n'y a qu'à la fin, dans le dernier chapitre, où je m'empare du tu, ce que je voulais faire au début. Je trouvais ça, je voulais commencer comme ça. C'est vraiment, mais c'est comme un dialogue avec soi-même. Alors souvent, des fois, comme j'en parle, parce que je suis enseignante aussi, je dis souvent à mes élèves, mais souvent on se parle à soi-même, hein, on se dit, voilà, dis non, ils n'ont pas l'air de, voilà, pas ça, mais donc c'est aussi intéressant pour eux, enfin pour tout le monde, parce que parfois on a l'impression que c'est un peu comme ça que tout le monde réagit, mais c'est pas vrai. On se parle parfois à la première personne, à la deuxième personne, on a des voix qui se chevauchent. On entend aussi, enfin, sans vrai dans la folie, mais enfin, on entend aussi sa petite voix, voilà. Et donc c'est dans cette forme-là, dans ce récit choral, dont j'espère, dans lesquels c'est pas un méandre non plus. Enfin, on comprend qui est qui, que je me sens le plus à l'aise. Non, complètement. Et puis comme vous ne cédez pas à une facilité qui aurait été de dire en début de chaque chapitre qui parle, c'est vrai que ça crée un effet extrêmement intéressant où on s'interroge
le temps de quelques lignes, de savoir qui est la personne à côté de laquelle on avance, dans la tête de qui on se trouve, et ça crée quelque chose d'extrêmement intéressant dans la découverte de ce récit. Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Maria, je vous laisserai peut-être dire un mot rapide du Chili aujourd'hui, de quel point c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, de l'importance de continuer à chercher cette vérité. Oui. Continuer à chercher, et puis surtout se méfier du négationnisme, du révisionnisme actuel, y compris là on vient de commémorer les 50 ans du coup d'État, et il y a encore des gens, beaucoup de gens, qui disent « et alors, c'était pas si grave ». Il y a une extrême droite très très forte au Chili qui monte. On a un nouveau président sur lequel on a beaucoup, on attend beaucoup de lui. C'est un jeune président de 37 ans qui a été un ancien dirigeant étudiant, syndicaliste. Un jeune président. On attend beaucoup du travail sur la mémoire et voilà, être protégé, les lieux de mémoire, les centres de torture qui sont maintenant des lieux de mémoire. Bon, il y a un musée de la mémoire de la dictature, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, vraiment être hyper attentif, quoi. Est-ce qu'il y a très rapidement une ou deux questions ou... Non, on reste là-dessus, sur... cette vigilance. Merci infiniment, merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous, et merci beaucoup à toutes les trois. Et vous pouvez retrouver les autrices en dédicace à la sortie de la salle pour celles et ceux qui le souhaitent.